Donc encore une petite presse et une petite démo. On va aller les deux. Donc du coup là, hop, on va présenter flux. Donc flux, c'est le pattern. Donc si vous avez vu, là tout à l'heure dans le code, j'ai fait un appel web service dans un composant React. Donc j'ai mis du code technique, voire même métier, parce que j'aurais très bien pu traiter la réponse et faire des règles de gestion. J'ai mis ça dans un composant. Donc du coup, j'ai mis du code métier, du code technique dans une vue. Et a priori, si l'application elle dépassait ne serait-ce que 200 lignes de code, ce serait plus maintenable. Donc juste avant, je vais revenir sur le MVC parce que c'est assez intéressant de voir la différence et c'est là qu'on voit que flux peut avoir, ou le principe de flux peut avoir une valeur ajoutée. Donc j'avais pris rapidement deux exemples. Ça c'est le MVC dans Spring MVC pour ceux qui font du back. Donc ça diffère un petit peu. Donc on a un contrôleur qui orchestre les requêtes qui arrivent, HTTP, qui va faire transiter un modèle, enfin plutôt qui va discuter avec des contrôleurs pour faire transiter un modèle qui va contenir la donnée, éventuellement passer par un template de vue, alors ça se fait de moins en moins avec les API REST, et rendre la donnée formatée et la renvoyer. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a trois briques, et surtout que c'est des échanges bidirectionnels. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ici c'est le cas d'Angular. Je trouvais ça intéressant parce que c'est pas exactement du MVC en fait, c'est du MVVM, voire du MV whatever, parce que ceux qui font du .NET ils diront que c'est pas du MVVM. Ce qu'il faut retenir là, pour le coup, c'est toujours pareil. On a un template, on a une vue, donc la présentation de la donnée qu'on va vouloir traiter, la donnée en elle-même, et surtout on a une moulinette entre les deux. On fait tous de l'Angular, donc c'est la fameuse double boucle de digest qui va traiter la donnée en fait, donc il va passer deux fois sur le DOM, appliquer tout ce qu'il faut. Donc pareil, c'est du bidirectionnel. Si je modifie une donnée dans la vue, ça va la mettre à jour dans le contrôleur et inversement. Du coup, flux. C'est un design pattern. C'est pas un framework, c'est pas une solution, c'est pas une lib. C'est un design pattern. Du coup, ça a été créé par Facebook. Il y a beaucoup d'implémentations qui existent. Flux en a publié une avec des outils officiels, on va dire. Il y a eu Fluxor, il y a eu Reflux, je crois, qui sont en céphalogramme plat au niveau du GitHub un peu. Donc surtout, il y a les flux utiles que Facebook a mis à disposition. Pour la petite histoire, Facebook, ils ont créé flux parce qu'ils avaient un bug au niveau des notifications. Ce bug, en fait, c'était, on avait une notification au niveau des notifications, on avait un 1, enfin le compteur de notification qui s'affichait à 1, on clique, il n'y avait rien. On navigue, donc le truc s'enlève, on navigue, ça revient et tout ça. Ce bug-là, apparemment, ils l'ont corrigé plusieurs fois, il est revenu plusieurs fois. Et en fait, la structure de données derrière, c'était du MVC avec des modèles qui s'auto-appelaient, qui appelaient d'autres contrôleurs et des contrôleurs qui s'appelaient entre eux. C'était un gros plat de spaghetti en fait. Et ils n'arrivaient pas à identifier le flux de données. C'est pour ça qu'ils ont créé ça. Et donc le gros principe, c'est ça. Et déjà la première chose qu'on peut voir, c'est que la flèche, elle va toujours dans un sens. Par rapport à tout à l'heure, on avait des flèches dans Angular, on avait la moulinette, et dans Spring MVC, on avait les flèches, le double échange de données. Donc ici, c'est très très simple comme pattern. Donc on a un seul sens de données qui circule, donc tout se déclenche par des actions, donc soit ça vient de l'extérieur, soit c'est déclenché par une vue, par un clic par exemple, un clic ça peut être une action. Tout va aller au dispatcher, le dispatcher c'est avec l'entité qui va intercepter toutes les actions, et il va dire, voilà, je les dispatch au bon composant qui va me traiter et appliquer le bon code métier. Le code métier en question, il va être dans le store. Le store, c'est il va y avoir un ou n store, qui va contenir l'état applicatif. En général, ça correspond aux vues ou un domaine, mais en général, on affiche des données par domaine. Donc, il va y avoir une variable en fait qui va contenir ces données qui vont être mises à jour en fonction des actions, qui va être passée par la vue avec un système d'événements. Très très simple. Une petite notification et le state du coup, le composant, alors là en l'occurrence le composant React, va mettre à jour la vue. C'est pas forcément avec React que ça peut se faire, mais comme si on se rappelle React c'était que pour la vue, c'était pas un framework, c'était une lib, ça s'y prête vachement. Du coup donc c'est ce qui est dit là, on parle d'action créateur, il y a un schéma plus détaillé après, j'y reviendrai. Donc ce que je disais, les actions, c'est la seule manière de communiquer de l'information entre les différents composants. Donc le dispatcher il est unique. Donc il envoie à tous les stores. Les stores, c'est ce qui contient le state de l'application. Ah oui, ils enregistrent des callbacks au dispatcher. Donc ils vont dire au dispatcher, tiens, ça c'est le code que je vais exécuter si tu as besoin de moi. Et donc les vues, c'est ce qui affiche l'état.
Donc en fait, quand on va coder, c'est plutôt ça qu'on va voir. Donc c'est le même schéma que tout à l'heure, mais avec toutes les briques applicatives. Donc on a la vue React, qui par une interaction utilisateur va créer une action. Alors les actions créateurs, faut juste se dire qu'en fait une action c'est un payload. C'est un JSON avec plein d'informations. Je sais pas moi, quand on clique, il pourrait y avoir la position du clic par exemple, ou le type d'action, métier. Donc qui va être instancié par une classe qui s'appelle action creator, qui, si on a des interactions avec un back-end d'affaires, c'est plutôt à cet endroit-là qu'on va le faire, donc d'où le Web API et Web API Utils. Donc pareil, qui va être envoyé au dispatcher. Le dispatcher va exécuter tous les callbacks de tous les stores. Donc du coup, le store il va s'exécuter, il va envoyer un événement et ça va rafficher la vue. Donc pareil, une petite démo. Donc j'ai codé un flux ultra simple. C'est l'application, c'est juste, j'ai d'un côté les possibilités une liste de produits, de l'ajouter à un panier. Ça on n'en a plus besoin. Hop, donc on va peut-être d'abord montrer ça. Alors là, pour le coup, je vais peut-être pouvoir montrer le dev server de Webpack qui fonctionnera un petit peu mieux. Donc vraiment, selon les cas, ça peut changer. Touc. Je crois qu'il package encore. Donc il est très capricieux. Voilà. Voilà, donc j'avais dit voilà une liste de produits à gauche. Donc si je clique à droite, ça va l'ajouter, puis il y a le stock, éventuellement le prix, donc voilà, on peut jouer avec. Donc là pour le coup, c'est pas que des composants, il y a aussi tout un système qui implémente flux. Donc on va regarder, hop. Donc en fait, on va commencer par le dispatcher, c'est le truc un peu le plus, comment dire, le plus frappant. Donc il est unique, il n'y a qu'une seule instance. Et avec les flux utils de Facebook, c'est 2 lignes de code. Hop, on va pouvoir les voir. Donc un import et l'export de l'instance. Donc j'exporte pas la classe dispatcher, j'exporte une instance du dispatcher. Hop. Donc ici c'était l'instanciation de l'application. Donc là je suis dans la vue. La vue ça va être un composant, donc des composants que je vais instancier. Du coup ici, hop, je sais pas si on voit les imports, on voit qu'ici j'ai l'import du store. Donc dans la vue je vais importer mon store. Ça va être un peu la vue et le store, elles vont être en par paire, elles vont travailler ensemble pour faire communiquer la donnée. Donc on voit que le composant en fait il s'abonne à l'événement de mise à jour depuis le store, donc d'où le listener ici. Donc on l'ajoute et on l'enlève en fonction de si on crée le composant ou si on le supprime. Et ici c'est simplement si la méthode onChange elle est exécutée, donc c'est celle qu'on va enregistrer, c'est mets-toi à jour, je récupère le state depuis le store et je me mets à jour. Donc le state qui va ce composant qui va juste prendre l'objet et le rendre. Donc on va aller dans le store. Donc le store c'est là où on va mettre le dispatcher parce que c'est là où on va enregistrer les callbacks. Et donc gérer les événements. Donc c'est très très simple. Ici j'ai utilisé l'event emitter de Node.js pour ce store-ci. Et je pense que l'autre store, j'ai utilisé l'API de flux. Donc c'est bien pour montrer qu'en fait, soit on utilise des outils à disposition, soit on tout le code soi-même. Donc on voit, ici c'est le callback qui va être utilisé en fait. Et donc c'est là où on va mettre notre code métier en fait. Donc c'est là où quand je clique, j'ajoute à la liste, je mets à jour je mets à jour le stock. Donc voilà. Donc faut bien avoir en tête ça. Donc le code métier et surtout que je teste des types d'actions. Ça veut dire que du coup, ce truc-là, c'est exécuté, même si l'action elle m'intéresse pas. Donc si j'ai 1000 stores, les 1000 stores vont être appelés. Les 1000 callbacks des 1000 stores vont être appelés. Donc on a la même chose de l'autre côté. Et l'action, donc c'est ça qui manque. Hop, au niveau des actions, donc j'ai appelé ça action, mais en fait ça correspondrait à l'action creator.
C'est de la sémantique après. Si on faisait vraiment du modèle objet, ça pourrait être une classe qui contient à la fois les données et les méthodes de traitement. Il y a plein de façons de faire. Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est qu'il va y avoir du code qui va instancier et l'action, vraiment le bloc action de tout à l'heure. Si je reprends ça, c'est... Où est-ce que je l'ai mis? Hop, c'est juste à côté. En fait, ici, là, je sais pas si on voit, le JSON, c'est un objet. C'est vraiment l'action au sens, je transporte la donnée, donc j'ai mon type et le payload qui est en l'occurrence le produit. Donc le produit qui est dans l'action et qui va être transporté jusqu'à la vue, en fait. Je crois que j'ai fait le tour. Je finirai en disant que ça, c'est bien de le connaître. Donc tout ce que j'ai montré là, je vais peut-être remettre le schéma qu'il faut avoir en tête. Touc. Soit celui-là pour la version simplifiée. Ouais, vraiment celui-là pour la version simplifiée. Je vais le remettre en grand. Ah, ça, c'est à avoir en tête parce qu'en fait, flux, c'est pas un pattern. Moi, je conseillerais pas de le mettre en œuvre aujourd'hui, en fait. Il y a un... Non, mais pourquoi? Parce que il y a Redux qui a été créé, donc par Dan Abramov. En fait, il a vu ça. Il a dit c'est chouette, on a un pattern pour organiser notre code, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes déjà, il y a plein de stores. Et ils sont tous notifiés, même ce qui nous intéresse pas. Et surtout, il n'y a rien qui dit que le state il est immutable. En gros, même jusqu'à Angular, Backbone et tout ça, toute la problématique c'était la mutabilité des states. Et ils ont dit, enfin, Dan Abramov a dit, non, moi j'aime pas trop, j'ai envie de faire un truc, je vais l'appeler Redux, et puis en fait ça va dire, on fusionne le store et le dispatcher, il n'y en aura plus qu'un. On garde les actions, on rajoute des fonctions pures qui s'appellent les reducers. Fonction pure, j'envoie la programmation fonctionnelle. Mais c'est en gros, on change pas, c'est déterministe, donc il n'y a pas de méthode random par exemple dedans. On sait forcément le résultat que ça va avoir. Et du coup, je renvoie donc la donnée à la vue. La barrière est plus forte là, dans Redux. Et du coup, les states, on crée une copie, on modifie la copie, ce qui va faire, quand tout à l'heure je parlais de Redux, le time travel debugging. Comme on copie à chaque fois le state, ça va faire qu'on va avoir une photographie de l'état à chaque action. Ce qui fait que du coup, quand on débug, en fait, typiquement, si on remplit un formulaire et que ça va cracher à la dernière case, et ben si on est en live reload classique, il va y avoir un F5 et on va perdre toutes les données. Du coup, avec le time travel debugging, on va garder en fait ces données et ça c'est dû au fait que les states en fait, ils sont tous sauvegardés et ils sont jamais mutés directement. Donc c'était pour la petite conclusion. Mais connaissant flux, c'est beaucoup plus facile de faire du Redux.